3, 2, 1. Here we go! Voilà, alors bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette première conférence d'un cycle qui se déroulera sur ces 2 journées de l'édition Cyclo Toulouse 2022. Comme vous le savez, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette heure matinale. C'est la toute première conférence à laquelle vous participerez dans quelques minutes, non sans avoir entendu pour vous accueillir quelques mots de la part du président de Cyclo, Jean-Claude Lasserre. Merci Jean-Charles. Bonjour à tous. Un petit mot pour vous dire que, écoutez, on est ravis. Ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce salon. Vous savez ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Ce qui est important pour nous, c'est que nous y sommes. Un grand merci à tous nos partenaires. Je vais commencer par Toulouse Métropole, Haute-Toulouse, la région Occitanie, FRTP. Il y a également l'Agence de l'eau et Réseau 31 qui nous ont permis depuis 2 ans de pouvoir monter un très très beau salon. Donc on est content. On est là pour 2 jours. Ceci est une première en présentiel. On avait fait un petit début 2021, janvier 2021. Donc voilà. J'en profite pour remercier un peu tout le monde, le mythe, mais je remercie également tous les exposants qui ont joué le jeu, qui ont patienté, qui nous font confiance tout au long de l'année pour développer ces petits rendez-vous cyclo qui deviennent maintenant des rendez-vous, je dirais, avec un petit peu de notoriété et qui nous permettent, nous, de vous réunir pour parler de la gestion de la filière de l'eau qui est un enjeu primordial sur chaque bassin. Voilà. Un grand merci à tous. Donc je vous souhaite une très très bonne session de conférence, un très très bon salon également. Et puis j'espère que tout ça sera positif. Et puis passez 2 beaux jours. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Lasserre, président de Cyclo, pour ces quelques mots d'accueil. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent et comme ça se produira, j'imagine, tout au long de la matinée, puisque cet espace réservé aux conférences est complètement ouvert. Donc vous pouvez aller et venir à votre guise en fonction des différents centres d'intérêt que vous aurez pu repérer dans ce programme des conférences. Pour ma part, je suis Jean-Charles Catteau. J'aurai le plaisir de vous accompagner pendant ces 2 journées et ces nombreuses conférences qui ont été préparées à votre intention et surtout qui ont été préparées avec beaucoup d'attention par les intervenants eux-mêmes qui ont souhaité vous faire passer un certain nombre de messages dans le cadre des différentes thématiques qui vous sont proposées. Pour commencer, nous évoquerons avec cette première conférence la gestion patrimoniale dans un objectif de performance. C'est une conférence qui a été organisée par Toulouse Métropole, qui sera construite sous forme d'une suite de présentations qui seront suivies d'un temps d'échange avec vous. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à noter dans un coin de votre esprit telle ou telle question qui pourrait vous concerner, vous intéresser, pour faire réagir nos intervenants. Ils sont nombreux pour cette première session, donc je me permets d'insister auprès de chacun d'eux pour respecter le temps de présentation qui leur a été imparti. Et nous ferons cette conférence en 2 temps avec un premier panel de 3 intervenants qui vont me rejoindre sans plus tarder. Jocelyne Dimaret, ou Dimar, qui est chargée de mission à l'Agence de l'eau à Tour-Garonne. Bonjour et bienvenue, Madame Dimar. Je vais vous proposer, pour les 3 premiers intervenants, de vous mettre de ce côté, si vous voulez bien, puisqu'il y a peut-être des images qui s'afficheront derrière vous. Monsieur Simon Olivier, qui est chargé de projet eau au pôle Aquavalais, et Alain Siozard, qui est PDG de Von Roll Hydro, qui vous présenteront cette première partie à plusieurs voix. Et pour commencer, il s'agit de l'intervention de Madame Dimaret. Alors comme vous le savez, la gestion patrimoniale des réseaux est désormais un enjeu majeur pour les collectivités et dans un souci de développement durable, un certain nombre de services aujourd'hui doivent être en mesure de fournir une prestation de qualité
aux usagers tout en optimisant les coûts et en réduisant l'impact des réseaux sur l'environnement. Alors nous allons parler de cette gestion patrimoniale des réseaux, qui permet une politique globale efficiente en termes de patrimoine pour un maintien en bon état, notamment pour les années à venir, de ce patrimoine réseau. Le maintien des rendements, de la performance hydraulique et en tenant compte aussi des évolutions technologiques ou encore une exploitation des données. Donc pour une innovation qui dynamise globalement cette gestion patrimoniale. Et pour nous parler des enjeux de cette gestion et nous planter le décor en quelque sorte, je vais proposer à Jocelyne Dimaré de commencer pour nous faire un rapide descriptif du patrimoine des services publics d'eau potable et d'assainissement sur le bassin Adour-Garonne, sa situation en termes de gestion patrimoniale et puis une description de ces enjeux pour les services publics d'eau potable et d'assainissement. Vous pourrez enfin nous préciser, si vous le voulez bien, comment l'agence accompagne les réponses à ces enjeux. Merci Madame Dimaré, c'est vous qui ouvrez le bal, si je puis dire. Bonjour à tous. Je vais commencer déjà par vous présenter un petit peu les enjeux du bassin Adour-Garonne. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir le retour. Oui, alors vous l'avez là. Vous allez l'avoir devant vous. Voilà. Merci en régie de bien vouloir laisser mon micro ouvert puisque je pourrais être amené à intervenir à tout moment. Madame Dimaré, je vais vous proposer de parler. Je prends votre exemple, ça sera valable pour tous les autres intervenants, à parler bien près du micro, éventuellement de le caler sur votre menton si vous le voulez bien. Ce sera idéal pour nos auditeurs. Ok. Donc tout d'abord, vous décrire le bassin Adour-Garonne qui a un caractère rural prononcé. Et ça, c'est un enjeu majeur puisque en fait, ça permet de comprendre la réalité des services publics d'eau potable et d'assainissement. Donc on a 8 millions d'habitants alors qu'on en a 67 millions en France. On a 30% de la population qui vit en habitat isolé. Une densité faible, 75 habitants par kilomètre carré, alors qu'on a une densité de 116 habitants par kilomètre carré en France. 2/3 des communes ont moins de 500 habitants et plus de 87% de la superficie du bassin est en zone de revitalisation rurale, donc une ruralité prononcée. Et on sait aussi que le bassin va accueillir potentiellement plus d'habitants d'ici 2030 avec plus 15%. Donc un enjeu d'une population qui va arriver. On a 2 grands pôles, Toulouse et Bordeaux, mais tout le reste, ce sont des communes rurales et des services ruraux. Ça veut dire pour ces services-là, le même défi que pour les grands services, c'est-à-dire distribuer une eau de qualité conforme et rejeter au milieu des eaux usées traitées qui respectent le milieu récepteur. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez finalement bien les... D'accord, sur le côté. Je vous ai mis un peu les grands chiffres du bassin au niveau des services d'eau potable. Par exemple, en bleu, on a environ 1500 services, près de 200 000 km de réseau d'eau potable, 4000 captages. Pour l'assainissement, ce sont 2000 services, 41 000 km de réseau d'eau usée et 4800 stations. Et quand on revoit les histogrammes sur les côtés, en bleu pour l'eau potable et en vert pour l'assainissement collectif, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de petits services, même si on a la loi NOTRe qui veut regrouper les services, qui a vocation à regrouper les services, on se rend compte encore du morcellement de ces services et donc des difficultés qui peuvent se poser. On parle connaissance et gestion patrimoniale des réseaux. Donc, j'ai voulu représenter... Si ça veut bien fonctionner, ça ne marche pas. J'ai voulu représenter sur une diapo. Excusez-moi, hein. C'est le tour de chauffe. Il n'y est pas. Si. Voilà. J'ai voulu représenter sur cette diapo un peu où on en était de la connaissance et la gestion patrimoniale alors, au niveau national. Et on pourra zoomer sur les régions qui nous concernent en fait. Donc vous avez sur les cartes en bleu pour l'eau potable et en vert pour l'assainissement collectif les indices moyens de connaissance de gestion patrimoniale. Alors, dans les histogrammes, vous avez aussi les indices de connaissance de gestion patrimoniale en fonction de la taille des services.
Dans le listogramme du bas à droite, vous avez la moyenne nationale qui est à 100 en 2019 sur une note de 120. Et en fait, au niveau des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, on dépasse légèrement cette moyenne. Donc 100 sur 120, c'est pas mal, mais peut encore mieux faire. Pour l'assainissement collectif, là, on a encore des marges de progrès, puisque on est à 62 au niveau moyenne nationale. Par contre, on se rend compte que sur Occitanie et Aquitaine, on est au-delà de 70 sur cet indicateur-là. Si on regarde le taux moyen de renouvellement des réseaux, là, on se rend compte que c'est largement insuffisant. Donc, pour l'eau potable, en 2019, on est à un taux de renouvellement moyen de 0,66, ce qui veut dire environ 120 ans pour renouveler un réseau. Et pour l'assainissement collectif, on est à 0,47. Et là, on est à plus de 200 ans pour renouveler un réseau. Donc, encore beaucoup à faire sur le renouvellement des réseaux. Alors, Monsieur Cato m'a interrogé sur qu'est-ce que sont les enjeux de la gestion patrimoniale pour un établissement comme l'Agence de l'eau. Nous, on redistribue des redevances payées par l'usager sous forme d'aide. Et donc, on se doit d'assurer l'efficacité de nos aides et de la redistribution de cet argent. Et pour nous, la gestion patrimoniale, c'est un formidable outil parce que ça permet d'assurer des financements utiles et qui permettent la pérennité des investissements. Donc la gestion patrimoniale, c'est d'abord connaître son patrimoine, comprendre son fonctionnement et ses dysfonctionnements. C'est planifier les travaux, les actions, prioriser là où c'est efficace et en fait anticiper les dysfonctionnements et les défaillances. Alors l'idée, effectivement, c'est disposer d'un patrimoine pérenne et performant. C'est être en capacité de respecter la réglementation, d'anticiper les évolutions réglementaires, mais aussi de s'adapter au changement climatique et tout ce que ça va vouloir dire en termes de ressources d'eau potable, limiter les fuites et aussi améliorer nos traitements des eaux usées pour préserver les milieux qui seront de plus en plus fragiles. Et c'est aussi parce qu'on anticipe, parce qu'on planifie, pouvoir ajuster le prix de l'eau et maîtriser son évolution. Donc, à ce propos, je voulais vous faire part du constat qu'on a pu faire depuis de nombreuses années sur les disparités des prix de l'eau sur le bassin. Vous avez en bleu le prix moyen de l'eau potable, TTC, et en vert le prix moyen de l'assainissement, TTC, sur le bassin Adour-Garonne en 2019, par taille de service. On se rend compte que pour les services de moins de 500 habitants, on est toujours inférieur à la moyenne. Le prix moyen est autour de 2,13 €, 2,18 € pour l'assainissement collectif. Donc des petits services qui pratiquent un prix de l'eau insuffisant. Des grands services qui ont un prix de l'eau plus faible que la moyenne parce qu'ils bénéficient d'une économie d'échelle. Et puis des services intermédiaires qui ont souvent un prix, on le voit, supérieur à la moyenne. Et là, ce sont des services qui en général, qui sont des services ruraux et qui doivent faire face à des linéaires importants et des prix plus importants. Ce que je voulais vous dire en termes de gestion patrimoniale, c'est ce que fait l'agence en termes d'accompagnement. Nous, on accompagne tout ce qui est études. Donc, on peut les accompagner à hauteur de 50%. Donc, des schémas d'assainissement, les schémas d'eau potable, aussi tout ce qui concerne les études de planification, les études d'opportunité, de rapprochement des services, les études de gestion financière, les plans d'action. Et puis, quand on accompagne des travaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les conditionne à un prix minimum de l'eau. Pourquoi ? C'est une volonté de nos administrateurs qui a été réaffirmée depuis de nombreux programmes maintenant. Le but, c'est vraiment d'inciter les collectivités à réfléchir sur leur prix de l'eau. Le prix minimum actuel, c'est 1,65 TTC par mètre cube par eau potable ou par assainissement. Et le but, c'est vraiment de pouvoir équilibrer le service et de se doter les moyens de renouveler et d'avoir une bonne gestion patrimoniale de son service. Merci beaucoup, Madame Dimaré, Jocelyne Dimaré, pour ces propos introductifs. Je parlais de planter le décor tout à l'heure. Voilà qui est fait, ce qui nous permet de
d'aller plus loin sur notre sujet avec les intervenants qui se succéderont ensuite. Je me permets une petite information technique. Comme vous l'avez constaté, il y a du gel à votre disposition, puisque compte tenu des nouvelles dispositions sanitaires, il y a moins d'obligations qu'auparavant. Mais enfin, si vous souhaitez utiliser ce gel entre deux utilisations du micro, je l'indique également par avance à ceux qui vous suivront. Et de même, j'ai oublié de vous le dire, mais comme vous le savez, le port du masque n'est plus obligatoire, mais il n'est pas interdit non plus. Donc ne soyez pas gênés pour celles et ceux qui souhaiteraient continuer de le porter. Il n'y a aucune interdiction, en tout cas à notre niveau. Merci beaucoup, Madame Dimaré. Monsieur Olivier, donc comme promis, je vous passe la parole maintenant, ainsi qu'à votre voisin. Je vous laisserai vous présenter avant de nous faire part de votre propos sur la gestion patrimoniale des réseaux et la réduction des pertes en eau dans les réseaux. Vous allez nous présenter cela au nom du pôle Aquavalais que vous représentez, une composante du réseau France Water Team, dont un grand nombre d'adhérents sont présents sur Cyclo, sur ce salon, dont fait partie monsieur Siozard, qui va s'exprimer dans un instant pour nous parler de cette dynamique de la gestion patrimoniale des réseaux. Oui, merci. Alors moi je prends la parole juste une minute ou deux effectivement avant de passer la parole à mon collègue Alain Siozard pour vous présenter Aquavalais, donc qui est présent ici sur le salon. Il y a un pavillon collectif. Aquavalais est membre fondateur du pôle de compétitivité France Water Team et porte un projet qui s'appelle Aquarez. Et dans ce projet, il y a 3 composantes, l'animation de la charte qualité des réseaux, la gestion patrimoniale des réseaux et la gestion intégrée des eaux pluviales dont je ne parlerai pas en détail aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet. Et ce projet, donc, il est financé par l'Agence de l'eau et Rhône-Méditerranée-Corse et les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et du Gard. Et il a vocation à accompagner principalement les collectivités et les entreprises du secteur de l'eau en organisant des formations, en suivant les chantiers, en sensibilisant aux bonnes pratiques, en partageant des retours d'expérience et en animant des groupes de travail. Alors, ce projet, il est donc porté par Aquavalais et financé donc à 20% par le pôle. Et aujourd'hui aussi, je voulais vous mentionner des acteurs de la gestion patrimoniale qui sont présents sur notre pavillon collectif. Alors la liste n'est pas exhaustive. Aquarobotics, qui a une méthode innovante de robotisation pour détecter l'état des réseaux sans en interrompre le fonctionnement. Axo, qui est expert dans la localisation des réseaux et la détection des fuites. FREG, qui agit sur la régulation du débit. Hydroflow, sur la diminution de la corrosion et de la présence de calcaire dans les réseaux. Et puis Perax sur la télégestion. Et maintenant, je passe la parole à Alain Siozard, qui est donc membre de France Water Team et du pôle, plus précisément Hydreos, et qui va vous présenter son activité au sein de Vonroll Hydro. Merci. Bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont permis tout ce tour de table et ma présence ici. Peut-être avant de... Je vais juste prendre ça, voilà. Peut-être avant de commencer, présenter un petit peu Vonroll. Alors Vonroll Hydro est une société qui est connue principalement pour son activité de fabrication de tuyaux depuis plus de 200 ans, et qui porte le nom de son fondateur en 1810. L'histoire de Vonroll fait qu'aujourd'hui nous arrivons avec des produits qualitatifs, pour ne pas dire haut de gamme, sur la partie canalisation. Et notre présence aujourd'hui sur la gestion patrimoniale n'est pas le fait du hasard. C'est que quand on est positionné comme ça sur ce marché-là, eh bien, la gestion patrimoniale est vraiment le cœur du sujet. Souvent, les collectivités, et en particulier les collectivités rurales, qui sont souvent nos clients, pensent avoir du mal à accéder à la qualité, en fait. Et eh bien, une bonne gestion patrimoniale permet justement d'accéder à des produits de qualité. Et on va voir qu'en fait, quand on voit les taux de renouvellement en France, eh bien, c'est même pas un sujet, c'est-à-dire que ça doit être associé à la fois au diagnostic réseau et à la priorisation et à la qualité. Le taux moyen, c'est un chiffre qui tourne depuis pas mal de temps, qu'on connaît bien, qui est le taux de renouvellement en France est très faible, de l'ordre de moins de 1%. Ce qui fait que de toute façon, il faut beaucoup de temps pour renouveler son réseau et pour venir changer la canalisation qu'on a posée. Donc les leviers, il n'y en a pas énormément. On a parlé de prix, on peut éventuellement faire bouger le prix, mais c'est toujours très compliqué.
Donc du coup, les collectivités se retrouvent un peu dans une logique difficile et ne pas savoir les leviers à actionner. Donc on a depuis très longtemps, une vingtaine d'années, Vandroll, un positionnement sur l'accompagnement des collectivités. Ça a commencé dans notre histoire avec la détection de fuite, puisque maintenant, depuis un peu plus de 20 ans, on est fabricant d'appareils de détection de fuite qui participent en fait au diagnostic également. Tout ça, c'est de la donnée qui va remonter et que l'on va traiter. Et puis, plus récemment, on s'est positionné sur des analyses effectivement de conduite, de vieillissement, et pour pouvoir donner un des leviers principaux de la gestion patrimoniale qui pour nous est la priorisation. Changer le bon tuyau au bon moment et juste ce qu'il faut. Et bien sûr la qualité, puisque si on revient, s'il faut 170 ans ou plus de 100 ans pour revenir sur le même tuyau, si on pose des produits qui ne sont pas de qualité, le risque c'est qu'on n'arrive jamais à optimiser le réseau. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est surtout l'activité de diagnostic et d'analyse en fait de vieillissement liée à une plateforme qui va traiter en fait tout ça et qui va au final permettre de prioriser ses choix de renouvellement. L'idée, c'est de pouvoir donner à la collectivité à un moment donné un outil où en fonction du budget qu'elle va avoir à mettre dans le renouvellement, eh bien, elle puisse tout de suite connaître le lieu, l'endroit, les longueurs à prioriser. Alors ce diagnostic il se fait aujourd'hui sur ce qu'on appelle la 3DV. Alors au départ c'était l'analyse 3D de vieillissement qu'on a décliné aujourd'hui sur 3 prestations. Alors la première c'est la 3DV in situ, c'est-à-dire une analyse que l'on va proposer sans avoir besoin de couper quoi que ce soit. On va intervenir directement sur le tuyau en service. Ensuite, il y a la 3DV mobile, où là, on va plutôt traiter de l'échantillon, je vous expliquerai. Et enfin, la 3DV mobile, qui est environnementale, qui est plutôt une prestation en fait, de cartographie de la corrosivité des sols. Je vais vous expliquer également. Donc la 3DV, elle se déroule en 2 étapes. Elle est en démonstration sur notre stand. En fait, une première étape qui est indispensable, c'est d'aller parcourir, on va partir d'un cas classique, une collectivité qui a une conduite structurante, qui fait 6-10 km, qui a été posée il y a plus de 50 ans, voire 100 ans. Et puis, elle n'a pas les moyens de la renouveler complètement. Elle sait qu'elle commence à avoir des soucis, des fuites, des casses, des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'aller donner des sections, des secteurs prioritaires. Donc, on va dans une première étape parcourir le tracé de la conduite. S'il faut, on va la géolocaliser d'ailleurs, et parce que quelquefois, elle n'est pas complètement géolocalisée, notamment la notion de Z, qui va nous donner une information importante sur les zones de marnage, les relations avec la nappe phréatique. Donc on va parcourir, on va tester les résistivités, on va faire pas mal d'études de sol, des prélèvements, et l'idée c'est que on va finalement, au final, cartographier, donner sur le tracé des zones prioritaires. Vous allez le voir sur la 4e petite vignette. Donc une fois qu'on a analysé tout ce que l'on a prélevé, on fait aussi beaucoup d'observations. On fait des demandes de DICT pour vérifier les réseaux environnants, les pollutions électriques. Vous savez que la corrosion est principalement un phénomène électrique, même s'il y a d'autres paramètres, mais c'est surtout cela qu'on va étudier. Et on va, comme vous le voyez sur la petite diapo ici, la petite vignette, eh bien on va tracer la conduite avec des zones prioritaires. À partir de ce moment-là, on va pouvoir passer à une 2e étape. Et cette étape, la première était indispensable, puisqu'en fait, il s'agit d'une analyse métallographique que l'on va réaliser sur la conduite. On va faire une fouille. Et l'intérêt de cette 2e étape en relation avec la première, c'est que la fouille et l'analyse que l'on va faire sera représentative d'une zone. C'est-à-dire qu'analyser 1 mètre de tuyau de manière très précise, c'est intéressant, mais si on ne sait pas ce que ça représente sur le réseau, ça n'a aucun intérêt. Donc parce qu'on a fait l'étape 1, on va pouvoir réaliser une étape 2, in situ. Donc comme vous le voyez ici, on dégage la conduite, on la nettoie. Et puis avec un outil qui est en démonstration sur notre stand, laser, on va faire finalement un jumeau numérique de la conduite. On va directement, comme si on faisait un prélèvement de la conduite, et on va traiter cet échantillon numérique, ce jumeau numérique, on va le traiter après avec nos logiciels. Donc on va relever les surfaces de corrosion, au micron près tous les défauts. C'est une analyse à 100% sur à peu près 1 mètre de conduite. Vous voyez, il y a le jumeau numérique de la conduite qui se dessine sur le PC à côté. Voilà. Et puis à partir de là,
on va exploiter toutes ces données-là et on va donner, en finalité, le résultat, c'est un reste à vivre. On va dire, voilà, en fonction de l'étude que l'on a fait, de l'environnement, du terrain, des pollutions électriques, etc., qu'il peut y avoir, eh bien, la conduite à cet endroit-là, sur cette zone-là, eh bien, le reste à vivre est de X années, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Et à partir de là, le client, ça y est, il a déjà sur sa conduite sa gestion patrimoniale. Il sait qu'il a, sur ses 10 km, il a un tronçon de 1 km peut-être à changer et que le reste pourra attendre. Et à partir de là, il va aussi avoir une réserve financière pour faire de la qualité. Alors que peut-être il aurait été tenté, sans ce type de diagnostic, d'en changer plus et de ne pas avoir les moyens. Et la tentation, c'est d'acheter du moins cher. Et quand on voit qu'il faut plus de 100 ans pour renouveler, il y a une vraie équation à résoudre. Donc c'est une des solutions. Donc ça, c'est la 3DV in situ. Deuxième prestation, la 3DV mobile. Donc alors là, on s'adresse plutôt à des collectivités, plutôt de l'urbain. Si précédemment, c'était plutôt sur du structurant et plutôt dans des environnements ruraux, là, on est plutôt sur de la collectivité. En ville. Parce que c'est difficile, là, pour le coup, de faire une étude, à faire une fouille, et puis les sols, il y a beaucoup de remblais. Donc l'environnement et l'étude environnementale, on va la faire, mais elle va être moins représentative, en fait. Donc là, on a eu l'idée de faire parler, en fait, les bouts de tuyaux que régulièrement les collectivités sortent du réseau parce qu'ils font des réparations, ils font des branchements, ils interviennent sur les réseaux. Et on s'est dit, au lieu de mettre ces bouts de tuyaux, alors acier, fonte, plastique, eh bien, on va les faire parler. Et c'est par le fait qu'on a imaginé une logistique en fait très simplifiée où la collectivité n'aura pas de logistique assurée. En fait, vous allez voir, on va se déplacer, il y a une application, la collectivité prélève ou le sous-traitant qui fait les travaux va prélever le sac, va prélever l'échantillon, mettre dans un sac qui est mis à sa disposition, scanner un QR code et à partir de ce moment-là, l'échantillon est tracé. On va suivre toute sa vie jusqu'au laboratoire et surtout jusqu'au retour, et c'est là le plus important, sur une cartographie où petit à petit va se dessiner sur cette cartographie en fait, l'état des conduites, et c'est plutôt de l'analyse cette fois-ci statistique qui va permettre d'avoir des zones, de déterminer des zones plus corrosives que d'autres. Donc dans le fonctionnement, vous voyez, c'est très facile pour la collectivité, elle prélève, elle met en sac, le sac, elle le ramène dans un dépôt, elle n'a rien à faire, et au bout d'un certain nombre de sacs qu'on détermine avec la collectivité en fonction de ses fréquences de prélèvement, on va venir analyser directement sur site les échantillons, fonte, acier et plastique. Et puis, restituer cette donnée sur une cartographie où petit à petit va se dessiner des zones de détérioration plus importantes. Troisième prestation, la prestation environnementale. Ici, il n'y a pas de prélèvement d'échantillons de tuyaux ou d'analyse de tuyaux. On va se concentrer uniquement sur la terre, l'environnement de la conduite. Et là aussi, on va profiter, on ne va pas le faire de manière volontaire, on va profiter des interventions sur le réseau par les collectivités, par leurs sous-traitants, pour venir prélever systématiquement un échantillon de terre. Donc on met à disposition toute une logistique avec des sacs, des QR codes, un peu sur le principe de la prestation précédente, où on va remonter, on met dans des glacières les échantillons de terre. Quand on en a un certain nombre, en fait, on les maintient à température. Quand on a un certain nombre, on les récupère. Là aussi, la collectivité n'a rien à faire. On a débarrassé la collectivité de toute logistique. On s'occupe de tout. Il y a juste à prélever. Vous voyez sur la petite vignette du milieu, mettre l'échantillon de terre avec son QR code qui a été scanné préalablement sur une application. À partir de là, l'échantillon il est tracé jusqu'à la fin, jusqu'à la cartographie finale. Et on va, pareil, petit à petit, avoir des zones de corrosivité. Alors c'est important à la fois pour le renouvellement, mais c'est également important pour le type de produits qui vont être remplacés, les types de revêtements qu'il va falloir mettre, puisque cette étude de corrosivité va permettre de cibler parfaitement la qualité des produits qui vont pouvoir être mis en place. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, on propose l'ensemble des 3 prestations à des collectivités sur tout un réseau. On a en ce moment même, d'ailleurs financé en partie par l'Agence de l'eau,
une collectivité qui fait 800 km de réseau et qui nous a passé les 3 prestations avec 1000 prélèvements, alors c'est sur 3 ans, 1000 prélèvements de terre. Ça c'est pour la partie environnementale. Il y a 200 échantillons de canalisation, de tuyaux qui vont être analysés sur les 3 ans et une centaine de canalisation in situ d'A3DV première prestation. Et au final, au bout de 3 ans, il va y avoir une cartographie très précise de l'état du réseau et donc la gestion patrimoniale pour cette collectivité beaucoup plus précise. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Siozard. Et je voudrais vous féliciter aussi en parlant en connaisseur pour la qualité de votre présentation, de votre diaporama, qui est particulièrement bien illustré, très pédagogique et, comme vous l'avez vu, avec force vidéo qui parle bien mieux que de longs discours. Merci beaucoup pour cette présentation. Dans un instant, je vais proposer, comme nous le ferons pour chacune de nos conférences et en différents moments, je vais proposer à nos participants présents qui vous écoutent depuis tout à l'heure de vous poser des questions directement. J'en avais juste une, moi, qui m'a traversé l'esprit en vous écoutant. Je me demandais, dans le cadre d'une politique de collectivité visant à des remplacements segmentés, enfin sectionnels ou séquentiels, je ne sais pas comment on peut dire, par partie, est-ce qu'on a une idée, alors j'imagine qu'il y a une très grande diversité de situations, mais les pourcentages de renouvellement qui pourraient s'avérer particulièrement efficaces en matière de retour sur investissement. Ce que vous constatez sur le terrain, voyez le sens de ma question. Alors je dirais que, en lien avec ce que je veux dire, le pourcentage, peu importe en fin de compte. Alors bien sûr, si on pouvait arriver, on a vu la moyenne nationale de renouvellement qui est très faible, mais pour le coup, il faut adapter à la fois cette priorisation. Donc le pourcentage est faible, c'est un fait. On ne va pas pouvoir doubler le prix de l'eau. Hein. On ne va pas pouvoir mettre peut-être des produits d'extrême qualité en permanence, etc. Il faut arriver à cibler en fonction de l'environnement. Donc en fait, c'est plutôt, je dirais que même avec un pourcentage de 0,6 ou 1%, c'est d'arriver... Imaginez que si vous avez un si faible renouvellement et que la conduite que vous remplacez aurait pu attendre alors qu'une autre était prioritaire, je dirais que c'est ça le drame. Donc en fait, ce genre d'outil permet d'éviter ce type de choses. Il faut savoir aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est que dans le taux de renouvellement, il y a une partie du renouvellement qui est réalisée alors que ce n'est absolument pas nécessaire, souvent lié à des travaux de voirie. Et on n'en parle pas, mais c'est un vrai problème. Et donc là aussi, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Et pour ne pas avoir de problème, parce qu'on va refaire la voirie et que les élus, généralement, ils n'aiment pas trop quand on recasse la voirie alors qu'on vient de le faire, eh bien, ils vont dire on change tout. Et là, on a des collectivités aujourd'hui qui nous font intervenir sur des rues pour dire, écoutez, non, vous pouvez faire la voirie, il ne va rien se passer pendant 30 ans. Donc la voirie sera refaite. Donc j'ai l'exemple en tête d'une collectivité qui nous dit qu'elle a économisé 170 000 € pour un coût qui était nettement inférieur, de l'ordre de 10 000 €. Quoi. 170 000 €, 10 000 €. De travaux évités et Exactement. de reports qui pouvaient tout à fait être envisagés. Exactement. Merci pour cette précision. Je me tourne vers vous. Cette séquence est la vôtre. Il n'y a aucune obligation à poser des questions à nos intervenants, mais ça fait partie du principe de l'interactivité de ces conférences. Donc n'hésitez pas à lever la main. Nous avons une hôtesse parmi nous, Vanessa en l'occurrence, qui est au fond de cet espace et qui viendra vers vous si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants. Pas de questions à ce stade. En tout cas, n'hésitez pas à me faire signe encore une fois ultérieurement dans cette même conférence si vous le souhaitez, un peu plus tard. Mais juste pour terminer peut-être avec Madame Dimaré, donc sur le bassin qui vous concerne, il y a donc plusieurs appels à projets pour le renouvellement de réseaux d'eau qui ont été lancés. Est-ce que vous pouvez nous en faire un état des lieux, une sorte de bilan à date, si je puis dire ? Oui, alors juste rappeler quand même que le renouvellement des réseaux d'eau potable, ce ne sont pas des travaux que nous aidons habituellement. Ce ne sont pas nos priorités d'action, mais suite aux assises de l'eau de 2018, où justement il avait été noté que le taux de renouvellement était insuffisant et qu'il fallait booster ces travaux, l'agence a pu mobiliser des fonds et lancer plusieurs appels à projets depuis 2016 dans ce domaine-là. Alors en gros, on a aidé jusqu'à aujourd'hui 500 dossiers qui ont correspondu à 100 millions de subventions, 25 millions d'euros d'avance. On a aidé 80% de syndicats et 20% de communes. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que finalement, on le sait maintenant, dans les appels à projets, répondent ceux qui sont structurés pour répondre. Donc
c'est là où on voit l'enjeu de gouvernance et de rapprochement des services et de structuration qui fait que quand on est un grand service, on a la capacité à répondre aux appels à projets. Quand on est un petit service, on a, dans les délais restreints, on ne peut pas, ou moins. Et ça, on le regrette parce que l'enjeu, c'est vraiment d'aider les services ruraux à se structurer et aussi à se rapprocher de structures plus importantes pour être plus performants à l'avenir. Est-ce qu'à ce stade, justement, historiquement, est-ce que les rapprochements sous forme de communautés de communes, de PCI, ont eu un effet positif en la matière ? On voit en tout cas qu'en termes de gestion et d'outils, notamment pour planifier, pour faire de la gestion patrimoniale, c'est quand même des tailles de services qui conviennent parce qu'il y a des moyens humains affectés et qui permettent d'avoir une vue d'ensemble et aussi d'avoir une économie d'échelle. La solidarité rurale, c'est important et ça permet aussi d'avoir une assiette d'abonnés qui permet d'asseoir un prix de l'eau, qui permet de financer les travaux. Avec une vraie politique collective. Tout à fait. Donc par rapport aux appels à projets, voilà, le bilan permet de voir que des travaux ont été financés en termes de gestion de patrimonial. Ça a boosté les études, ça a aussi boosté le renouvellement, mais ça a été quand même des opportunités pour des services qui étaient déjà prêts. Et il n'est pas prévu pour l'instant de renouveler l'expérience, en tout cas pour ces appels à projets renouvellement de réseau. Puisqu'on a d'autres priorités sur la préservation de la ressource, notamment la protection des captages. Mais en tout cas, c'est des expériences intéressantes qui ont permis de mettre le pied à l'étrier à pas mal de syndicats. Merci pour ce bilan dont on parlait, en fait, cet état des lieux de la situation. Pas d'autres questions. Cela va nous permettre de passer à la deuxième partie de cette première conférence consacrée à la gestion patrimoniale. Je m'assure qu'aucune main ne se soit levée et puis voilà qui est fait. Le temps maintenant est venu de vous remercier, de vous proposer de regagner la salle sous quelques applaudissements de nos participants pour avoir bien voulu vous prêter à ce jeu des questions qui suivent les présentations. Et j'accueille sans transition nos intervenants suivants qui sont au nombre de 5. Monsieur Florent Nospel, qui est responsable adjoint du département gestion prédictive et expertise service eau potable de Haute-Toulouse Métropole. Monsieur Germain Maubert, qui est ingénieur au pôle intelligence appliquée et service eau potable Haute-Toulouse Métropole. Monsieur Benoît Legrand, responsable réseau service assainissement toujours pour l'eau de Toulouse Métropole. Je vais vous proposer, voilà, je vous laisse vous répartir de chaque côté. Monsieur Alexandre Ventura, qui est responsable de projet innovation chez Suez. Et enfin, monsieur Régis Sten, qui est chef de département du cycle de l'eau à la FNCCR. Pour ceux d'entre nous qui ne connaîtraient pas la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Merci, messieurs. Monsieur Ten, je vais vous proposer d'aller là-bas si vous le voulez bien. C'est juste une question de micro pour la régie, pour leur permettre de se repérer. Merci à vous également pour votre présence qui va nous permettre de commencer par une présentation de la stratégie générale pour l'amélioration de la performance hydraulique des réseaux de distribution d'eau potable sur Toulouse Métropole, avec une présentation à deux voix pour commencer, celle de M. Nospel et de M. Maubert. Je vous laisse nous faire part de cette première communication avant de passer à d'autres détails. Bonjour. Donc, nous l'avons vu, avec le temps, les réseaux potables vieillissent, les canalisations, les tuyaux se fragilisent et vont commencer à fuir, à créer des pertes. On entend qu'une bonne démarche de gestion patrimoniale va permettre la réduction des pertes en eau. Alors, ça tombe bien puisque sur le contrat d'exploitation d'eau potable de Toulouse Métropole, nous avons déployé un vaste programme d'action de performance hydraulique visant à réduire les pertes en eau. Alors, il comprend plusieurs actions, dont une bonne démarche de gestion patrimoniale, renouveler le bon tuyau qui fuit, et également le déploiement de plus de 3000 capteurs performants, innovants, de tout type sur le réseau. Il se trouve qu'une partie de ces capteurs déployés dans notre plan de performance hydraulique va permettre d'améliorer la gestion patrimoniale. C'est pour ça que nous parlons d'enrichissement commun. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est comment tout ça s'articule autour de notre centre de pilotage et d'expertise dont vous parlera Germain juste après. Donc pour bien comprendre le sujet, il faut savoir qu'il existe de nombreux facteurs de défaillance d'une conduite. Les caractéristiques du sol, caractéristiques de l'eau, la température, les conditions de pose, les contraintes. Il y a
une des variables explicatives qui est facilement mesurable, voire même contrôlable, c'est la pression. Alors, je vous ai mis sur la partie de la carte de droite les petits points verts. Il y a à peu près 200 points verts. Ça correspond à une partie des 3000 équipements dont je vous ai parlé qui nous permettent de suivre et de voir la pression sur le réseau. Il y a tout d'abord l'ensemble des stabilisateurs et des réducteurs qui sont équipés de capteurs de pression amont-aval. Pourquoi? Comme ça, dès qu'un équipement a une défaillance, on peut intervenir dessus avant que le réseau ne subisse une forte pression, avant qu'il soit fragilisé. On a également déployé des sondes multiparamètres qui mesurent la qualité de l'eau, mais aussi la pression. Comme ça, on a encore une couche supplémentaire de capteurs de pression qui fait que, en tout point du réseau, on connaît la pression et donc on s'assure qu'elle n'est pas trop grande pour nuire au réseau. Ensuite, la photo de chantier que vous avez, c'est un des 2 gros stabilisateurs de pression que nous avons posés sur la métropole qui permettent de réduire la pression sur Toulouse, mais pas que réduire, également de la contrôler. C'est une gestion différenciée de la pression qui nous permet de choisir la pression et de fournir une pression idéale pour les abonnés, mais également pour les tuyaux, pour qu'ils vieillissent le plus longtemps possible. Et le dernier point, ça va être la courbe bleue que l'on voit. C'est nous sommes en train, au moment où je vous parle, de déployer une 50aine de capteurs de nouveau type qui permettent de détecter ce qu'on appelle les coups de bélier, c'est-à-dire des variations rapides de la pression qui sont particulièrement néfastes pour les réseaux. Donc l'idée, c'est de les mesurer, détecter, localiser et de savoir d'où ils viennent pour les supprimer. Alors, ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que nous travaillons avec un laboratoire de recherche à Toulouse, l'IMFT, afin de nous doter des meilleurs outils pour réussir à détecter facilement et automatiquement ces coups de bélier. Donc voilà comment des actions concrètes de notre plan de performance hydraulique vont participer à notre gestion patrimoniale. Donc retenez juste là sur ce diapo que nous surveillons la pression et surtout calmons les réseaux pour qu'ils vieillissent le plus longtemps possible. Ensuite, on va commencer à voir quelles sont les actions concrètes que nous déroulons dans le cadre de notre démarche de gestion patrimoniale. Donc on va retrouver pas mal de choses qu'a présenté M. Zard de Von Roll. Tout d'abord, on part sur un SIG précis, renseigné. Il faut savoir quelle est la nature du tuyau, date de la canalisation, date de pose. Ensuite, on va commencer à ajouter des variables explicatives supplémentaires. Par exemple, ce que vous avez sur la carte de gauche, c'est une carte justement de corrosivité des sols pour les réseaux structurants. Vous vous souvenez, la corrosivité du sol, c'est une des variables explicatives du vieillissement d'une canalisation. On a aussi réalisé une analyse de criticité hydraulique de chacun des tronçons. Comme ça, on sait quel est le poids du tronçon. On entend bien qu'un tuyau un diamètre 100 qui, lorsqu'il est cassé, va couper l'eau à 300 personnes, n'a pas le même poids que le même tuyau s'il coupe l'eau à aucune personne. Ensuite, nous réalisons aussi, afin de caractériser vraiment l'état patrimonial, des mesures sur place ou en laboratoire. Donc l'image en bas, c'est en bas à droite, sont des échantillons de canaux que nous avons eu en laboratoire. Donc on a fait une 50aine pour connaître un peu la perte d'épaisseur maximale, le taux d'obstruction de la canalisation. Et lorsqu'on couple ça à des informations sur l'environnement du tuyau, sa profondeur, l'activité en surface, terre naturelle, sous-chaussée, la pression également, on arrive à modéliser l'environnement du tuyau et à déterminer sa durée de vie résiduelle. Alors, bien entendu, lorsqu'on est sur des gros tuyaux, comme le tuyau qu'on voit en photo là, dans la fouille, on a du mal à couper. Il est plus facile de faire des mesures sur place. Donc j'ai reconnu la même techno que ce qui était présenté. Là, on en a réalisé une douzaine récemment. Là, on est sur un tuyau, pour l'histoire, de diamètre 600, un gros tuyau de 1968 en acier et qui s'est révélé être en excellent état. Ça veut dire que l'âge n'est pas le seul critère pour décider du remplacement d'un tuyau. Donc, maintenant, ça devient intéressant, c'est toutes ces informations, donc la connaissance du tuyau, la connaissance du fonctionnement du réseau, la pression, corrosivité des sols, diagnostic métallo pour connaître la durée de vie des tuyaux, plus les données d'intervention, c'est-à-dire nous connaissons l'historique des fuites, quand un tuyau cassé, comment il a cassé. Alors c'est super important le comment il a cassé, puisque un tuyau qui a une casse transversale en plastique avec une déformation, ça va être dû à un mouvement des sols, on va dire, une contrainte thermique, tandis que le même tuyau qui casse mais sans déformation, c'est simplement le vieillissement naturel de la conduite.
Donc tout ça, pour bien comprendre que la gestion patrimoniale, c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est vraiment une discipline à suivre au quotidien. Et donc toutes ces informations, on les prend. Là, vous avez la production de 2 types de résultats qui nous aident au quotidien. Le premier, l'analyse statistique faite à partir d'un logiciel assez expert du groupe Veolia qui permet de connaître le taux de défaillance à venir des canalisations. Donc ça utilise plusieurs algorithmes de calcul. On a Poisson, Survie. Alors celui qui marche bien sur Toulouse Métropole, c'est Survie avec le modèle LAPE. On peut, grâce à ça, bâtir un premier programme de renouvellement des conduites. La deuxième image que vous avez à droite correspond à un outil qui a été spécifiquement développé pour Toulouse Métropole, qui nous permet d'avoir une analyse matricielle pour noter l'ensemble des équipements. C'est-à-dire on va coupler la notion de durée de vie restante, de vétusté de l'équipement à sa criticité pour pouvoir noter l'ensemble des équipements du patrimoine et pas que les réseaux. Les réseaux correspondent à peu près à 2/3 de la valeur d'un patrimoine. Et là, c'est l'intégralité du patrimoine qui peut être notée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ces 2 outils et toute la démarche que je vous ai présentée s'articulent autour de notre centre de pilotage et d'expertise, le centre Comet. Oui, merci Florian. Donc oui, Comet a aujourd'hui, donc c'est tout d'abord un lieu unique et stratégique pour notre service de l'eau potable, puisque c'est le centre de pilotage et d'hypervision de nos réseaux, et qui va nous permettre au quotidien tout simplement d'optimiser la gestion de nos réseaux et d'améliorer notre réactivité dans notre quotidien. Mais Comet, c'est également donc une hypervision, c'est-à-dire un point qui va centraliser, capitaliser, archiver l'ensemble des informations qu'on peut produire ou collecter à travers donc différentes interventions ou différentes analyses qu'on peut réaliser. Et qui vont provenir aussi de différentes sources. Donc quand on dit différentes sources, c'est vraiment très diverses. Ça peut aller donc des objets connectés comme les capteurs que parlait Florian. Ça va être bien sûr nos interventions qui sont toutes tracées et géolocalisées, ou encore aussi des informations donc plutôt externes, type des informations qui pourraient provenir de Vigicru ou même encore du trafic routier quand on veut faire de la performance forcément de déplacement de nos équipes. Toutes ces données donc, vont pouvoir être disponibles à travers des outils dédiés qui sont divers au sein de Comet. Donc, Florian a parlé de pilote patrimoine, mais on a également pilote rendement ou encore piloto. Donc, piloto, par exemple, c'est un outil qui va nous permettre de visualiser l'ensemble de ces informations de manière plutôt géographique. Donc, cette fois-ci sur une carte. Et on va pouvoir soit les visualiser en temps réel pour certaines d'entre elles, puisque nous faisons encore une fois de la surveillance de réseau, mais également de pouvoir faire une analyse d'un événement éventuel en venant rejouer sur une période dédiée ou sur des périodes courtes ou longues ce qui a pu se passer sur le réseau. On a également donc, du coup, à disposition des outils cette fois-ci plutôt d'expertise, pilote patrimoine, pilote rendement, qui eux vont venir croiser l'ensemble de ces informations et venir apporter donc, cette fois-ci un complément d'analyse et une expertise à ces événements et surtout, encore une fois, d'aller chercher la meilleure solution dans les délais les plus optimums par rapport aux problématiques qu'on pourrait rencontrer. Donc l'ensemble de ces données qui servent aujourd'hui dans la gestion patrimoniale, dans la performance hydraulique, sont également des outils qui vont nous servir dans notre quotidien. Comet va s'occuper de l'ensemble de notre exploitation. Donc là, on ne voit qu'une petite partie à travers cette gestion patrimoniale et cette performance hydraulique. Mais on s'en sert réellement au quotidien, donc à partir de ce centre de pilotage, mais également pour nos exploitants qui ont à disposition donc, tous ces outils d'expertise à travers toutes ces données qu'on collecte, puisque aujourd'hui ça devient vraiment une information riche et importante qu'on utilisait déjà avant, mais à travers peut-être des tableurs, ou pour ceux qui ont connu ça peut-être à l'ancienne avec le papier, le plan, et on fait nos propres couleurs. Cette fois-ci, on a des outils digitaux et innovants qui nous permettent d'apporter la meilleure qualité de service tout simplement à nos usagers et à nos clients. Merci messieurs, vous me prenez de court parce que votre présentation était particulièrement synthétique et respecte parfaitement le temps qui vous avait été proposé. Merci pour cette première présentation. Je vous propose de parler maintenant d'inspection des collecteurs stratégiques par drone. Un exemple qui nous est illustré par Benoît Legrand, responsable réseau service assainissement chez Toulouse Métropole, et en binôme avec monsieur Alexandre Ventura, responsable projet innovation chez Suez. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu là d'inspecter les réseaux d'assainissement.
C'est un outil même incontournable aujourd'hui des gestionnaires de réseau. Alors nous sommes en délégation de service public d'assainissement pour Toulouse Métropole. Et donc notre priorité en termes de gestionnaire de réseau, notre objectif numéro 1, c'est de garantir la continuité du service, donc de garantir le bon écoulement dans les réseaux. Et donc, à ce titre, nous devons maîtriser le risque d'obstruction. Une obstruction dans les réseaux d'assainissement, elle intervient quand on a des accumulations de matière sur des aspérités, sur des anomalies. Sont liées à des casses ou à des effondrements. Donc, aujourd'hui, l'inspection des réseaux va nous permettre de prioriser, de programmer des travaux pour prévenir justement ce risque d'obstruction. Donc, je voulais illustrer l'importance de la gestion patrimoniale avec quelques chiffres clés là, sur Toulouse Métropole pour qu'on puisse bien sentir quel était l'enjeu lié à cette gestion patrimoniale et à cette inspection de réseau. Nous avons 5000 km de réseau sur Toulouse Métropole en gestion d'eau usée, d'eau pluviale. Ce sont des réseaux qui sont de diamètres très différents, qui vont du diamètre 200 jusqu'à 3 mètres. Ce sont des réseaux qui ont des âges très, très différents. L'âge moyen des canalisations sur Toulouse Métropole, c'est 31 ans, mais on a des canalisations, pour celles dont on connaît l'âge, qui ont 60 ans, voire plus. Donc, tout à l'heure, on a vu que la durée de vie d'une canalisation était comprise entre 50 et 100 ans. Et donc, il y a un enjeu de maîtriser le vieillissement de ces canalisations. Et enfin, une troisième donnée importante, c'est la valorisation de ce patrimoine qu'on estime entre 1 et 2 milliards d'euros, ce patrimoine enterré. Donc, vous voyez bien qu'à l'enjeu technique de Rodomalens s'ajoute évidemment un enjeu économique important. Pour nous accompagner sur la stratégie de gestion patrimoniale, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur Suez et en particulier sur le centre d'expertise et d'innovation, le LIR, qui est représenté aujourd'hui par Alexandre, pour nous accompagner dans cette stratégie de gestion. Le micro est ouvert, allez-y, monsieur Ventura. Voilà, je vous laisse vous saisir de la télécommande. Alors, on va ouvrir le micro 3 normalement, sauf erreur, en régie, s'il vous plaît. Non, on ne vous entend pas. Vous embêtez pas. Voilà, ouais. ça y est, c'est Ah, il y a un parti. bouton ? Non, mais alors, je vais proposer à ceux qui sont intervenus de ne pas C'est toucher bon, au micro, là, ça marche. parce qu'ils sont Parfait. censés être pilotés en régie. Donc, effectivement, s'ils sont fermés, ça va être compliqué. Je vous en prie. Donc c'est mieux. Bonjour à tous, merci Benoît pour la transition. Donc effectivement, moi j'appartiens au LIR, qui est le centre d'innovation de Suez. On intervient à la fois en appui technique, lorsqu'il y a des problématiques pour lesquelles on n'a pas forcément de solution, et on porte également les projets d'innovation. Par contre, ce qui est important, c'est que l'innovation soit concrète sur le terrain, d'un point de vue opérationnel, et notre rôle, c'est effectivement de le mettre en application et d'apporter les solutions, en plus de la vision d'ensemble. Alors les 3 camemberts en fait, qui sont représentés ici, représente effectivement la répartition sur Toulouse Métropole, mais également aussi au niveau national. C'est sensiblement la même chose. Alors le premier camembert représente la répartition du patrimoine, c'est-à-dire par gamme de diamètre au niveau des réseaux. Tout ça pour illustrer que la France est essentiellement composée de petits réseaux. Alors quand je dis petits réseaux, ce sont des réseaux inférieurs à 800, donc inférieurs à 80 cm de diamètre, qui effectivement ce qui représente à peu près l'ensemble du patrimoine. Suez, je crois qu'on exploite à peu près 75 000 km de réseau par rapport aux 5 000 de Toulouse Métropole. Mais les gros réseaux qui sont finalement stratégiques, au-delà de 800, ne représentent que 10% du patrimoine. Par contre, c'est important effectivement de bien les connaître, parce qu'à la fois ça transporte beaucoup d'eau, et ce sont également des réseaux stratégiques d'un point de vue du diamètre aussi. Et effectivement, si un dommage arrive sur ces réseaux, on peut voir que les conséquences peuvent être importantes. Alors pour le coup, on les inspecte beaucoup plus. À peu près 40% du linéaire en fait, inspecté est représenté par ces gros réseaux, avec une difficulté certaine en fait, qui est le dévoiement des effluents particulièrement. En fait. Dévoyer les effluents sur un réseau en 1200 ou en 1600 est beaucoup plus compliqué que sur un réseau en diamètre 200, d'où la nécessité d'avoir des technologies adaptées.
des technologies qui effectivement évitent ce dévoiement des fluents, permettent d'inspecter rapidement, effectivement au moindre coût. Et j'insiste aussi sur un autre point qui est la sécurité. Sur les gros réseaux supérieurs à 1,20 m, alors vous imaginez que dans 1,20 m, faire descendre des personnes, c'est effectivement un peu compliqué, surtout quand il y a des eaux usées. Alors après, on a aussi des plus gros réseaux, mais la partie sécurité est importante parce qu'effectivement, il y a un risque de noyade, de chute et également d'intoxication au gaz, l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz mortel. Alors, de la même manière, les coûts d'inspection sont aussi beaucoup plus élevés sur les réseaux stratégiques, d'où la nécessité d'intervenir avec les bonnes technologies pour le meilleur service. Du coup, je passais au transparent. Ah ben voilà. Donc effectivement, une efficacité opérationnelle. Et donc je fais la transition avec Benoît pour la mise en œuvre pratique sur le terrain d'un point de vue technique. Donc aujourd'hui, sur le périmètre métropolitain, nous avons fait le choix de nous équiper de 2 drones donc, là, pour réaliser ces inspections de collecteurs stratégiques. Donc ce sont des drones qui sont bourrés de capteurs, bourrés de technologies, qui ont notamment un éclairage suffisamment puissant pour pouvoir faire des prises de vue précises des collecteurs, et surtout qui disposent d'une balise qui permette de localiser précisément les anomalies dans les collecteurs. Donc nous avons 2 drones, 2 télépilotes experts qui ont la double compétence, pilotage de drones, et maîtrise et connaissance des réseaux d'assainissement. Aujourd'hui, le principal avantage, et Alexandre l'a dit, de la mise en œuvre de ce matériel, c'est qu'on améliore significativement la sécurité de nos agents de réseau, puisque là où nous descendions dans les réseaux d'assainissement auparavant, on envoie des machines. Et donc, tous les risques liés aux descentes en ouvrage que tu as évoqués, Alexandre, sont évidemment réduits. Alors, au risque de vous faire répéter, est-ce que vous pouvez rappeler sur quelle section on va rentrer dans les ouvrages de quelle section? Alors, j'allais y venir, effectivement. C'est que ça nous permet d'inspecter des collecteurs visitables, donc au-delà de 1400, mais ça permet aussi d'inspecter des canalisations dans lesquelles, jusqu'à présent, ni les hommes ne pouvaient descendre, entre 700 et 1400, 1200, ni les matériels conventionnels de type caméra chariot étaient pertinents. Donc ça permet aussi de compenser finalement un vide technologique, et donc on a une gamme d'inspection qui est beaucoup plus large. Mais le principal avantage, ça reste quand même l'amélioration de la sécurité de nos collaborateurs, et le suivant, c'est effectivement la plus grande efficacité et la plus grande rapidité de mise en œuvre que nous avons avec ce type de matériel. Si on doit retenir un chiffre, c'est qu'on inspecte 3 fois plus rapidement les collecteurs avec ce type d'engin que ce qu'on le faisait jusqu'à présent avec des méthodes traditionnelles d'inspection pédestre. Et on réduit aussi le nombre d'intervenants, puisque lorsqu'on intervenait à pied dans les réseaux, il fallait 4 personnes. Là, pour mettre en œuvre ce type d'équipement, 1 à 2 personnes suffisent. Un autre avantage de ce type de matériel, c'est le livrable. Aujourd'hui, compte tenu des capteurs qui sont embarqués, de la précision avec laquelle on réussit à faire nos prises de vue et nos rapports, on a des données qui sont enregistrées, qui sont normalisées et qui sont ensuite intégrables dans nos outils de gestion patrimoniale, donc à la fois les outils de notation de criticité et les outils derrière de prédiction, de priorisation et de programmation de travaux. Donc ça, c'était très important, c'était un enjeu sur lequel on a mobilisé aussi nos collègues du LIR, c'était d'avoir finalement, quel que soit le moyen d'inspection, et ils sont de plus en plus nombreux, on va le voir, une donnée qui soit homogène, normalisée, pour qu'on puisse l'intégrer dans l'ensemble de nos outils de gestion patrimoniale. Alors oui, comme l'a précisé Benoît, l'important c'est que les inspections s'intègrent dans une stratégie globale de gestion patrimoniale qui, je dirais, commence plutôt par le service. C'est-à-dire qu'on va s'orienter vers la problématique client, c'est-à-dire que veulent nos exploitants et que veulent les clients de nos exploitants. Classiquement, c'est généralement un rapport normé pour pouvoir l'intégrer dans une gestion patrimoniale complète et prévoir des plans de renouvellement. Par contre, ça va bien au-delà. On peut nous demander également aussi de faire du géoréférencement, c'est-à-dire savoir précisément où se trouve la conduite, à quelle profondeur, à quelle précision, pour ne pas effectivement taper dedans lorsqu'il y aura des travaux. Et puis ça peut aller au-delà, on peut aller jusqu'à de la digitalisation,
Ça, c'est particulièrement nécessaire lorsqu'on souhaite modéliser numériquement un réseau pour des problématiques d'autosurveillance, par exemple. Il peut aussi y avoir d'autres diagnostics, des diagnostics plus fonctionnels sur la qualité des eaux en temps réel. Mettons, connaître l'entrée d'eau claire parasite, une arrivée d'eau industrielle. Et ça peut être aussi également d'autres diagnostics qui sont, je dirais, sur mesure pour comprendre le fonctionnement d'un réseau sur le court ou long terme, en fait. Par contre, le choix des technos vont se faire aussi en fonction des contraintes. C'est-à-dire qu'on va choisir les équipements embarqués essentiellement par rapport au service, du type une inspection optique, visuelle, on va privilégier les caméras optiques classiques. Par contre, on pourra aussi intégrer des caméras thermiques pour détecter par exemple des points froids d'infiltration. Ça sera par exemple aussi des lasers qu'on pourra intégrer aussi sur les différents équipements pour mesurer l'ovalisation et également aussi la localisation des réseaux. On a également aussi des outils dérivants qui vont mesurer la qualité du flux. Donc en fonction effectivement du type de service, on va choisir les équipements. Par contre, les contraintes vont nous guider sur le choix du porteur. Typiquement, intervenir rapidement sur un réseau qui peut être en eau mais avec un vide d'air important et faire de la distance de manière sécurisée, nous allons plutôt utiliser des drones sur des gros diamètres à partir de 800. Par contre, un réseau pour lequel on aura aussi un besoin de mesurer l'encrassement qui sera effectivement en eau, on va plutôt privilégier les bateaux qui seront dérivants ou motorisés en fonction des contraintes par rapport aux chariots classiques mais qui pourront être aussi utilisés dans d'autres conditions. Par contre, c'est important de noter que ce n'est pas une technologie par type de tuyau. L'intérêt, c'est d'avoir des technologies qui sont complémentaires pour s'intégrer dans une stratégie globale. L'exemple que l'on peut prendre, c'est par exemple les perches périscopiques qui vont nous permettre d'analyser très rapidement plusieurs points de réseau d'un point de vue statistique pour obtenir l'état global estimé du réseau pour cibler correctement les inspections. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est effectivement important de descendre au bon endroit avec effectivement le bon matériel parce qu'effectivement une inspection pour laquelle tout va bien, elle n'est pas complètement ratée parce qu'on sait effectivement que peut-être qu'avant travaux c'est nécessaire de vérifier le bon état des canalisations, mais on préfère aller là où c'est réellement nécessaire pour engager éventuellement des plans de renouvellement et après proposer à la collectivité quelque chose qui soit pertinent pour l'avenir. Juste une question technique, hein, pardonnez-moi, oui, ça fait partie des questions de curiosité, si je puis dire. Pour la localisation, alors là, on est sur ce type de drone qui doit faire à peu près 400 sections, à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Donc, il peut déjà intervenir dans des sections à partir de 800, comme vous le disiez à l'instant. Comment ça se passe pour la localisation, la géolocalisation? J'imagine sous terre, c'est pas du GPS. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, sous terre, il n'y a pas de GPS. Ouais. On a aussi des problématiques de transmission de radio, à la fois pour le retour vidéo et pour les commandes. Ouais. Alors l'avantage du centre d'innovation de Suez, c'est que alors, on n'a pas forcément les compétences toujours technologiques, parce que là, effectivement, sur les drones, ce sont des compétences très pointues. Par contre, notre rôle, c'est de pouvoir aller chercher ces compétences en open innovation dans des entreprises spécialisées pour pouvoir les mettre répondre à vos besoins. Voilà, pour répondre précis. à nos besoins. Donc là, précisément, sur ce type de drone, on a deux manières de mesurer l'odométrie, c'est-à-dire l'avancement entre le point d'entrée et la position du drone ou de la mesure. C'est soit par photogrammétrie et par analyse des images en mode vidéo. On va analyser, alors avec différents modes de calcul pour effectivement estimer la distance. Également aussi en combinant les mesures qui sont sur l'appareil avec les centrales inertielles notamment. Mais ce qu'on a développé également, ce sont des balises alors avec une fréquence qui s'appelle l'ultra-wideband, qui sont des ondes spécifiques qui vont mesurer en gros le temps entre l'émission de l'onde, la réception par rapport à la machine, par rapport au point d'entrée. Donc là, on rajoute des balises spécifiques sur la machine que l'on va combiner avec le signal qui sera reçu en temps réel. Donc on a effectivement cette information en temps réel. Par contre, effectivement, d'un point de vue innovation, on a combiné les compétences de deux startups, la startup de Flyability qui construit le drone et une startup de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Hydre pour mesurer la localisation. Je vous laisse continuer, mais c'est histoire de satisfaire les plus technophiles d'entre nous, quoi. Mais effectivement, c'est une problématique. La communication souterrain, c'est effectivement un enjeu majeur. Voilà, donc effectivement deux entités chez Suez, la partie innovation portée par le LIR, où on intervient également en support technique lors d'expertises particulières, ça peut être une pollution ou une gestion patrimoniale spécifique, avec la mise en œuvre que sont nos exploitants que l'on assiste effectivement sur le terrain. Donc je te laisse la parole, Benoît, peut-être pour la conclusion. Vous en aviez terminé, mais merci beaucoup. Je rappelle à celles et ceux qui nous auraient rejoints depuis le début de cette conférence que nous passerons dans quelques instants nous vous passerons la parole pour poser des questions, si vous le souhaitez, à nos différents intervenants. Donc n'hésitez pas à vous exprimer vous-même ou à revenir vers eux pour telle ou telle précision utile.
Je vous propose sans transition d'entendre l'intervention de Régistène. Donc je présentais Régistène pour ceux qui ne le connaîtraient pas, chef des départements cycle de l'eau à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, pour une présentation du projet France Data Réseau sur la gestion des données réseau, justement des collectivités en général, avec un cas d'usage en matière de gestion patrimoniale des réseaux d'eau. Voilà pour ce projet, Régistène, dont je vous laisse nous préciser les contours. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors effectivement, la fédération en tant que telle représente des collectivités, les assiste, mais n'est pas prestataire de services et encore moins exploitant de réseau. Par contre, on essaye d'être un petit peu à jour sur les technologies ou sur les idées qui permettent à ces collectivités, à ces autorités organisatrices et à ces exploitants d'améliorer leur performance. Alors, juste un tout petit rappel sur la gestion patrimoniale. On a parlé quand même de réparation de fuite, on a parlé de renouvellement de réseau. La gestion patrimoniale, en fait, c'est tout ce qui va conduire à optimiser la gestion des immobilisations, la gestion des biens du service, pour atteindre les objectifs qui ont été assignés au service. Alors, c'est des objectifs en termes de qualité, des réseaux en mauvais état. Quand il fuit, c'est l'eau qui sort, mais quand c'est de l'assainissement, c'est de la pollution extérieure. Et quand des réseaux sont mis en dépression et sont fuyards, ils vont aspirer pour de l'eau potable des matériaux extérieurs et polluer l'eau potable. C'est des problématiques de continuité, 24 heures sur 24, 365 jours par an, des problématiques de coûts. Des questions d'empreinte environnementale, c'était peut-être pas trop quand les 30 ans de moyenne d'âge des réseaux d'assainissement à Toulouse, je pense qu'en moyenne, c'était pas tellement une préoccupation. Aujourd'hui, l'empreinte environnementale des travaux qu'on réalise et des matériaux qu'on utilise devient un sujet. Et puis, ça peut être aussi toutes sortes d'autres problématiques liées au contexte local. Et puis, c'est une démarche cycle de vie, à la fois dans les phases de conception, dans les phases de travaux proprement dit, d'exploitation, jusqu'à la démolition. Et aujourd'hui, là encore, c'est peut-être un peu nouveau, le recyclage des matériaux plutôt que de les laisser en terre ou de ne pas s'en préoccuper. Alors, la valeur à neuf du patrimoine, alors là, je ne parle pas de Toulouse ou du bassin, au niveau national, eau potable, 200 milliards d'euros à peu près. Assainissement, 250 milliards d'euros, 90% réseau, branchement. Alors c'est un peu moins pour l'assainissement, un peu plus pour l'eau potable, mais enfin en tout cas c'est les ordres de grandeur. Donc on voit quand même que c'est un gros sujet et un investissement annuel, 6-7 milliards d'euros. Alors les données datent un petit peu, il y a évidemment le trou d'air de 2020-21 avec la crise sanitaire, mais enfin globalement, voilà, 6 à 7 milliards d'euros investis chaque année, réseau, stations, usines, enfin tout compris, et des besoins qui sont estimés à moyen terme entre 6 et 10 milliards. Donc c'est un peu bas ce qu'on fait aujourd'hui. Alors c'est pas forcément dramatique aujourd'hui, mais enfin en tout cas, il est certain que dans les années qui viennent, les réseaux qui ont été posés dans les années 70, 80, c'est quand même l'immense majorité des réseaux en milieu rural sont récents, ils vieillissent et ils vont devoir être renouvelés. Avec un enjeu d'efficience évidemment, d'économie d'eau, de réduction des prélèvements d'eau notamment, avec deux grands leviers. Déjà, quand ça fuit, trouver les fuites, les rechercher, les localiser et puis les réparer rapidement. Je rappelle, un volume d'eau perdue, c'est un débit multiplié par un temps. Donc même une petite fuite, si on met 2 ans à la réparer, elle peut faire de très gros volumes. Les très grosses, en général, on les récupère assez vite parce qu'on s'en aperçoit sur la surveillance. Mais les petites, si on les cherche pas, on les trouve pas forcément et elles peuvent faire des volumes importants. Et puis, la deuxième chose, c'est du renouvellement. Et on l'a dit, renouveler à l'aveugle. Si je prends un réseau qui a 50% de pertes, et malheureusement, il y en a,
si je renouvelle au hasard 10% de mon réseau, je vais réduire mes pertes de 5%. Enfin, je vais passer à 55% de rendement de réseau. Ça va pas faire beaucoup. Hein. On va pas être là. Et donc la question principale, c'est quel tronçon renouveler et quel tronçon au pluriel j'aurais dû mettre, parce qu'il n'y en a évidemment pas qu'un seul. Alors, pourquoi est-ce que ça passe pas? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est une fuite? Les défaillances, les casses sont les occasions aussi de détecter et d'apprendre à connaître son réseau. On l'a vu tout à l'heure à l'occasion des analyses de matériaux et des analyses de sol. Une casse, c'est une date, c'est un emplacement, hein, X, Y, Z, un type de casse qui est un enseignement important sur les causes de cette casse, c'est un débit de fuite aussi. Elle se produit sur une canalisation. Donc un matériau, un diamètre, une date de pose, une pression nominale, des variations de pression, la qualité de pose aussi. Bon, c'est pas toujours facile parce que tout le monde a bien posé ses canalisations évidemment. Et puis c'est aussi un environnement souvent routier, hein, donc du trafic. Donc des charges de trafic, de la fréquentation, c'est de la végétation éventuelle, les autres réseaux autour, les autres travaux qui ont pu être réalisés, la qualité du sous-sol, des nappes d'eau ou des remontées d'eau, enfin c'est tout ça. Hein. Alors là-dessus, au-delà des mesures proprement dites qu'on peut faire sur les canalisations, sur les tronçons, sur les sols, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider ? Alors, des discussions qu'on a pu avoir, c'est un pari, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est encore assez peu utilisé, même s'il y a des choses qui se font, mais le pari semble raisonnable. La question, c'est qu'il faut obtenir beaucoup de données de défaillance rattachées au descriptif des tronçons correspondants. Alors ça, on a deux solutions. Sur un service donné, on peut avoir une profondeur historique. Et puis, si on a pu référencer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout ce qui s'est passé sur le réseau, on apprend énormément de choses. Mais ça, il y a quand même assez peu de collectivités et d'exploitants qui disposent de ces données-là. Et donc, une autre solution, c'est d'essayer de voir en géographique, hein, de multiplier les données sur un grand nombre de réseaux. Et même si la profondeur temporelle est plus limitée, on arrive à cumuler beaucoup de données sur un panel de canalisation qui, elles, ont de grandes variétés de contextes. Et donc ça, c'est un travail de mutualisation, éventuellement, entre services. Encore faut-il, j'imagine qu'il y a une volonté de partager ces données aussi, parce qu'elles sont plus ou moins propriétaires, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Voilà, c'est voilà, un des enjeux principaux de cette affaire, c'est que pour mutualiser, pour bancariser sur un service, il faut y avoir pensé il y a longtemps, et pour mutualiser, il faut partager ces données. Et donc, c'est l'objet de ce plan France Data Réseau, qui a été lauréat d'un appel à projet du plan de relance de la direction du numérique, interministérielle du numérique de l'État, avec un objectif de constituer une plateforme mutualisée agnostique. Hein, c'est-à-dire que la FNCCR et son partenaire en gestion de données, Osvilo, sont pas propriétaires de données, ne sont pas exploitants, ne sont pas vendeurs de solutions informatiques ou autres, mais permettant de mettre à disposition ces données et de les partager, ces données des services publics locaux, quels qu'ils soient. Alors, on a 4 cas d'usage pour le moment. Un sur l'impact des points lumineux et sur l'impact de l'éclairage public, hein, donc des thématiques environnementales, de pollution lumineuse. La gestion des appuis communs, c'est-à-dire sur les poteaux électriques, poteaux télégraphiques, pour poser de la fibre, pour poser des capteurs qu'on utilise pour le télérelevé des compteurs d'eau, par exemple. Donc, où sont ces poteaux? Où est-ce qu'on peut les utiliser? La recherche des véhicules électriques. Et puis, on a un 4e cas d'usage dédié à l'eau,
sur bancariser et partager les données de défaillance des services d'eau. Alors pour chacune de ces cas pilotes, on est appuyé à la fois par Ausvilo, qui est une plateforme de gestion de données, et puis un partenaire technique qui vient appuyer sur les différentes méthodes, et des collectivités pilotes. Je ne les ai pas toutes recitées. Dans les parages, il y a la métropole de Montpellier. Donc, objectif, partager des données qui soient exploitables. Donc ça veut dire des modèles de données qui soient identiques pour tout le monde, qu'on ne compare pas des pommes et des poires. Enfin, ça fait des fruits, mais ça ne permet pas d'aller très très loin. Donc, en lien avec les travaux qui sont conduits actuellement sur Star-O, à l'image de Starelec, modèle de données réseau d'eau, et les travaux de l'ASTE auxquels on contribue. L'assistance pour intégrer les historiques pour les collectivités pilotes qui en ont. Un outil de saisie des défaillances en direct. Et donc là-dessus, voilà, le HPO Collect d'Altereo. Et puis une carotte, parce que chacun est propriétaire de ses données et n'a pas forcément spontanément envie de les partager avec les autres, soit parce que c'est une valeur, soit parce qu'il a peur qu'elle soit exploitée à des fins de malveillance, que quelqu'un va s'en saisir pour dire vous êtes très mauvais, donc on préfère les cacher. Et donc les collectivités qui partagent leurs données historiques pourront bénéficier de ce qu'on appelle un profil patrimonial, qui vont leur permettre de déjà cibler, non pas tronçon par tronçon, mais déjà globalement, quelles sont les grandes orientations de leur programme d'investissement de renouvellement. Et puis à moyen terme, puisque pour le moment c'est 5 collectivités pilotes, une plateforme complètement ouverte avec un cahier des charges de données, un modèle de données, et puis la mise à disposition de ces données auprès de ceux qui sont beaucoup plus intelligents que nous pour développer ces outils. Donc il y en a déjà qui existent, qui ont besoin de ces données, il y en a qui sont en recherche, qui vont permettre par exemple de corréler ces données ou de les faire parler avec des données de météo pour voir des problématiques de saisonnalité, des données de trafic routier pour voir quelle est l'incidence du trafic routier sur les fréquences et l'ampleur des défaillances, de les croiser avec les données électriques par exemple, puisqu'il peut y avoir des champs ou des données de passage de tramway, des choses comme ça qui génèrent des courants parasites. Enfin voilà, j'allais dire, nous on n'a pas de... Je ne sais pas ce qu'on pourra trouver, hein. Il y a des tas de gens qui travaillent pour, tester des hypothèses sans forcément avoir directement une causalité, mais mettre en évidence des points qui après nécessiteront certainement des investigations plus pointues pour trouver les causes de ces taux de défaillance et optimiser évidemment derrière. Pour nous, collectivités, l'enjeu essentiel, c'est que chaque euro investi, il est vraiment investi au bon endroit et au bon pas moment. Saupoudré. Et au bon moment. Et au bon moment, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Teng. Comme promis, je me tourne vers cette assemblée, puisque ce n'est pas vraiment une salle, mais cet espace dédié aux conférences pendant ces 2 journées. Merci encore à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis et qui pourront participer aux conférences qui suivront également, comme vous le savez, avec une entrée totalement libre, vous l'avez constaté, en fonction de vos centres d'intérêt, à travers les différents thèmes que vous retrouverez sur le programme Cyclo Toulouse 2022. Y a-t-il des questions ou des velléités d'intervenir pour témoigner peut-être ou compléter ce qui vient d'être dit? Peut-être êtes-vous vous-même représentant de collectivité qui avez votre propre expérience en la matière. Donc je vous invite à me faire signe, le cas échéant, pour, en levant la main tout simplement, pour prendre possession du micro qui vous sera proposé par Vanessa. En attendant, je reviens vers vous, Monsieur Ten, justement. Vous avez parlé des réticences de certaines collectivités. Alors on comprend qu'effectivement, il puisse y avoir quelques inquiétudes à partager ces données, hein, c'est un petit peu naturel. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, à qui serviront-elles, etc. Est-ce que ça peut aller jusqu'au blocage pour certains? Parce que je comprends que vous profitiez de cette tribune aussi pour faire un peu de pédagogie, hein, et comprendre tout l'intérêt qu'on peut partager tout cela ultérieurement. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs blocages qui sont d'ailleurs probablement pour partie plus psychologiques ou culturels que réellement techniques. Bon, il faut avoir quand même réglé la question des modèles de données, hein.
C'est que on n'a pas les mêmes terminologies, les mêmes définitions des matériaux, etc., la classification des types de fuites, etc., ça va être compliqué. Hein. Mais au-delà de ça, effectivement, la première fois qu'on a évoqué ce genre de questions avec, en l'occurrence, Altereo, avec une grosse collectivité, la première réaction, ça a été de dire « ouais, c'est super ce truc-là, mais ça veut dire que mes données, elles ont de la valeur, donc ok, mais je te les vends. » Je les monnaie. Bon. Ouais. Sauf que toutes seules, en fait, elles n'ont pas vraiment de valeur. Elles n'ont de valeur que parce que c'est une exploitation collective. La deuxième chose, c'est qu'il y a une question quand même aujourd'hui législative, hein, la loi République numérique notamment, et elle impose aux collectivités de partager les données collectées à l'occasion de l'exploitation et de la gestion d'un service public. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des limitations, et notamment en lien avec les règles du Code de la Défense, hein, opérateur d'importance vitale, Vigipirate, on ne veut pas trop savoir, donner trop d'indications sur l'emplacement des réseaux. Bon, le système permettra de dissocier les connaissances purement matériaux, canalisation et leur environnement, et des coordonnées géographiques qui pourront être éventuellement masquées. Oui. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est que effectivement, c'est parfois une certaine crainte d'une utilisation un peu malveillante des données. Donc ça, c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi des règles de bon usage entre les personnes qui partagent les données, hein, et les personnes qui vont les exploiter. Ce ne sera pas forcément un open data complet, c'est aussi des labos, des centres de recherche, des bureaux d'études qui ont une utilisation dédiée à cette valorisation. Monsieur Nospel, je suis tenté de me tourner vers vous parce que vous êtes justement chargé de prédiction. J'imagine que ce genre de données pourrait vous intéresser, mais vous êtes vous-même un gros fournisseur potentiel de données avec un réseau comme celui pour lequel vous travaillez. Est-ce que vous êtes prêt à cette notion de partage et si oui, à quelles conditions? Est-ce que vous y participez déjà peut-être? Nous avons tout un tas de données, d'indicateurs qui sont déjà publics. Ensuite, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que souvent ces données s'appliquent sur un cas concret local. C'est-à-dire les paramètres explicatifs d'une case de tuyau ne sont pas les mêmes au nord de la France qu'au sud de la France. Il faut toujours garder une notion de contexte. Et après, le renouvellement étant porté par le local, il est toujours plus facile de gérer ces données à ce niveau. Mais bien sûr, de nombreuses données sont partageables et mutualisables. Merci pour cette précision. Je me tourne toujours vers vous. N'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez. Je surveille cet espace de temps en temps. Monsieur Legrand, juste pour revenir vers vous quelques instants également, suite aux présentations que vous nous avez faites avec votre voisin de Suède. Globalement, quels sont les premiers enseignements, je dirais, que révèlent les premiers diagnostics que vous avez pu effectuer sur vos réseaux? Voilà. Est-ce qu'il y a des grandes tendances qui commencent à se dégager par rapport aux anciennes méthodes ou aux anciens protocoles d'inspection, par exemple, et de prédiction, justement? Donc effectivement, aujourd'hui, sur les 300 km de collecteurs stratégiques qu'on a sur toute la métropole, on en a inspecté à peu près un tiers et on prévoit d'inspecter les 2 tiers restants dans les prochains mois, prochaines années. Et notamment parce que vous accélérez ces inspections grâce aux économies de temps, de personnel que vous avez chiffré tout à l'heure. C'est bien ces nouvelles technologies-là qui nous permettent d'avoir cette ambition-là. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que c'est extrêmement hétérogène pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, hein, l'état des collecteurs, et en particulier en fonction des contraintes qu'on va avoir en surface et à l'intérieur. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir les visualiser de manière récurrente pour pouvoir suivre l'évolution de l'état de ces collecteurs qui sont stratégiques et dont le fonctionnement est fondamental pour le service de l'assainissement. Donc état hétérogène et nécessité d'inspecter régulièrement pour pouvoir se faire une idée. Les analyses statistiques ne suffisent pas pour se faire une idée de l'état de ces collecteurs stratégiques. Il faut les visualiser, il faut les voir. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, allez-y, monsieur. Du coup, je permets de compléter parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendu sur la technologie. Ça ne va pas nous permettre forcément d'aller plus vite ou d'aller moins cher, en fait. Ça va surtout nous permettre aussi d'aller dans des endroits que l'on n'a pas inspectés.
et qui n'auraient jamais été inspectés avec Ah oui. des technos classiques. Donc on a effectivement une meilleure connaissance patrimoniale grâce aussi à ces innovations-là. En fait. Vous rentrez plus avant dans la capillarité Oui, du réseau. tout à fait, quoi, ouais, hein. parce qu'il y a des réseaux qui sont tellement dangereux ou tellement en charge qu'on Mhm. ne peut pas les inspecter aujourd'hui avec les technologies classiques. En fait. Régis Ten ? Ce qui veut dire aussi que des fois, voilà, justement, on ne fait pas forcément d'économie parce que ce qu'on ne connaissait pas, quand on le connaît, on sait qu'il va falloir intervenir. Oui, et ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle qui peut advenir dans ces conditions. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais cela dit, ça ne sert à rien de se faire des illusions. Ouais, Trop ouais. longtemps, en tout cas. Et on peut parfois avoir de bonnes surprises, comme le démontrait tout à l'heure M. Nospel, avec des canalisations de 68, si j'ai bien noté, 1968, ça commence à dater. Et puis voilà, bonne nouvelle, c'est un réseau qui a l'air d'avoir encore quelques années devant lui. Vous avez évoqué justement la gestion patrimoniale sur l'axe principal des pertes en eau. Est-ce qu'il y a d'autres axes qui peuvent être utilisés ou investigués, si je puis dire ? Ah oui, c'est une très bonne question parce que quand on renouvelle ces réseaux, souvent on attend une performance de cette action. Aujourd'hui, on parle des pertes en eau, c'est sûr, mais il peut y avoir d'autres performances attendues, comme typiquement la qualité de l'eau. Il y a des communes où les réseaux vont avoir des problématiques comme de l'eau rouge, qu'on a des tuyaux métalliques non revêtus. Ça peut être un vrai problème qui peut orienter, même décider de leur renouvellement patrimonial. Un autre cas aussi connu, c'est les vieux tuyaux en PVC avant 80 qui posent des problèmes de qualité. Eux aussi peuvent passer en priorité par rapport aux pertes en eau. On peut aussi voir un axe qui est la continuité de service. Hein. Ça se trouve aussi. Merci beaucoup, M. Nospel. Encore une petite question d'ordre plus technique aussi, M. Maubert, par rapport aux différentes aides que vous utilisez, les différents outils que vous utilisez pour surveiller les réseaux. Hein. Il y a les capteurs de pression, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres technologies aujourd'hui sur lesquelles vous appuyez plus volontiers en Oui, parallèle ou alors, en pour remplaçant ? rester un peu sur les capteurs, comme disait Florian, on a aussi également bien évidemment des capteurs de qualité pour suivre aussi un peu la qualité en direct sur les réseaux. Donc avec des sondes de chlore, des sondes de pression, de turbidité également. Mais on va également pouvoir, sur l'outil, comme je disais tout à l'heure sur Piloto, venir y afficher des informations qui vont venir d'autres systèmes. On a souvent le comparatif un peu difficile à faire entre la partie réseau et la partie plutôt usine. Voilà, sur cet outil-là, on essaye justement de venir un peu corréler ces types d'informations, là où avant c'était peut-être un peu difficile de le faire. Et on va venir y rajouter d'autres composantes du métier d'exploitant, bien évidemment, comme toute la partie consommateur, qui est également une troisième type d'information, alors qu'il n'y a rien à voir avec la gestion patrimoniale, encore qu'il y a les compteurs qui sont de la gestion patrimoniale. Et puis on peut venir rajouter d'autres informations, comme je disais tout à l'heure, des informations plutôt donc externes, qui vont servir cette fois-ci à l'exploitation du quotidien, puisque pour rester sur le terme de la gestion patrimoniale, plus on fait de préventif et plus forcément on va faire un peu moins de curatif derrière et continuer du coup à intervenir correctement sur l'ensemble de nos réseaux. Pour rester avec vous encore un instant, si vous le permettez, toutes ces données dont on a parlé, qui peuvent être partagées ou pas, etc., on a compris pour quelles raisons et à quelles conditions. Elles vous servent à quoi ? Uniquement justement à la performance hydraulique, à la gestion patrimoniale ? Est-ce qu'elles ont d'autres visées éventuelles, d'autres objectifs potentiellement ? Oui, bien sûr. Elles vont servir encore une fois à l'ensemble de nos obligations d'exploitation. Donc pour revenir juste sur la plus grosse partie forcément de l'eau potable qui est la qualité. Ces informations-là vont être extrêmement importantes, au-delà des simples analyses, bien sûr, que nous réalisons un peu partout, l'eau potable étant le produit sanitaire le plus contrôlé en France. Donc au-delà de toutes ces analyses, on va venir justement y associer toutes ces informations contextuelles à cette qualité d'eau. Pour reprendre l'exemple de Florian, forcément, une canalisation neuve et en bon état va forcément avoir un impact sur cette qualité d'eau. Donc on va l'avoir sur cette partie-ci, on va l'avoir encore une fois sur le quotidien dans la gestion de nos exploitations et de nos équipes pour intervenir encore une fois dans des délais corrects et encore une fois vis-à-vis de nos abonnés également puisque c'est une partie forcément importante pour nous sur lequel toutes ces données qu'on a pour eux, alors en enlevant le côté RGPD puisqu'il y a aussi des données à caractère personnel bien évidemment, donc qui n'apparaissent pas dans ces outils-là. On est vraiment sur des outils d'exploitation du quotidien. Donc tout ce qui est RGPD est traité à part, spécifiquement par nos consommateurs. Donc on enlève cette partie-là et on conserve que le côté technique pour aller vers des outils d'expertise et de pilotage au quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Maubert. Pas d'autres questions de la salle. Nous arrivons à la fin du temps qui était imparti pour cette conférence, que j'espère vous aurez apprécié, notamment
que vous aurez apprécié le soin avec lequel nos intervenants ont préparé leur présentation pour que ce soit le plus efficace et le plus profitable possible. Donc, conférence organisée par et pour, en partenariat avec au Toulouse Métropole. Donc, monsieur Nospel, par exemple, je ne sais pas si vous voulez profiter de cette minute qui nous reste pour un mot de la fin, peut-être un dernier message à l'attention de nos intervenants, sans filet, hein, si vous aviez une conclusion à nous proposer. Non, c'est ce que vous avez peut-être bien compris, c'est aussi bien pour la partie assainissement qu'eau potable. On parle d'un patrimoine avec une très forte valeur financière et tout ce patrimoine, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est enterré et souvent oublié. Donc c'était très intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui. Et de rappeler la valeur de ce patrimoine, comme ça a été fait tout à l'heure, ce qui n'est pas négligeable. Et toute cette anticipation nécessaire est particulièrement importante pour justement contribuer à cette bonne gestion. Merci beaucoup, messieurs, pour ces présentations. Comme pour celles qui ont précédé, je vous propose d'applaudir quelques instants nos participants, nos intervenants, qui vont donc regagner la salle, avant de nous retrouver pour ce qui nous concerne tout à l'heure, dans une demi-heure pratiquement, à 11h30 précisément, pour parler d'eau et d'adaptation au changement climatique avec des solutions fondées sur la nature. Une conférence organisée par la région Occitanie-Midi-Pyrénées et l'Agence régionale pour la biodiversité d'Occitanie. Donc là aussi des présentations, des échanges et des interventions depuis cet espace pour les participants que vous êtes ou que vous serez. À tout à l'heure. 3, 2, 1.